Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que à travers cette petite question des hiérarchies, on peut retourner la pensée actuelle comme une crêpe. Voilà, vive la chandeleur. Donc, voilà. Alors, je vais partir d'un premier point, qui est le constat d'un fossé qui se creuse actuellement et qui est entre deux forces en présence, on va dire, mais qui commencent vraiment à se distinguer de plus en plus l'une de l'autre. En fait, ce sont les deux manières d'analyser un même phénomène. Il y a un phénomène qui est en Occident, notamment dans les pays d'Europe, et qui découle de différents mouvements, mais disons que communément, qu'on va appeler le droit de l'homisme, quand on veut le condamner, et l'humanisme, quand on veut emporter le flambeau. Et de l'autre côté, il y a d'autres mots pour qualifier ce phénomène, qui vont être des mots pour le condamner, et qui vont dire, on va parler après si vous voulez, en général on n'aime pas trop, mais parler de Houellebecq, et c'est l'idée que justement ce droit de l'homisme a créé une faiblesse de l'Europe. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en 2004, il y a cet homme qui est lié à l'État islamique, qui s'appelle Al-Souri, et qui a lancé un appel à la résistance islamique mondiale. En fait, c'est ce qui a créé le modèle des attentats de Nice, etc. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin d'une hiérarchie pour causer du tort à quelqu'un et tuer autour de vous ceux que vous considérez des infidèles. Vous n'avez qu'à prendre un couteau et tuer le plus de gens autour de vous. Vous n'avez qu'à louer un camion et rouler sur le plus de gens possible. Donc, Al-Souri dit que cette chose-là peut être parfaitement adéquate, vous sentez l'horreur de la chose, pour les pays occidentaux. Pourquoi ? Parce qu'il considère que les pays occidentaux sont le ventre mou de l'Occident. Pardon, l'Europe est le ventre mou de l'Occident. C'est-à-dire que contrairement à Al-Qaïda, c'est l'analyse de Gilles Kepel, contrairement à Al-Qaïda qui fonctionnait de manière pyramidale et qui s'attaquait aux États-Unis, symbole de l'Occident et de ses valeurs, Al-Souri incite à taper dans l'Europe, parce que l'Amérique, quand Al-Qaïda lui a tapé dedans, elle a pris les armes et elle est partie en croisade. On a vu ce que ça a donné. Donc George Bush et compagnie, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça, enfin vous vous en rappelez sûrement. Et à l'inverse, voilà, Al-Souri dit il ne faut pas taper le symbole, parce que le symbole finalement est trop puissant, il faut taper le ventre mou. C'est-à-dire que tout ce qui fait les valeurs finalement de l'Europe, qui sont des valeurs, qui se voulaient, qui tendaient vers l'humanisme, la considération de l'autre, l'ouverture à autrui, etc., est considéré par toute une partie comme une faiblesse. Et en fait, on ne va pas reparler des élections, je pense qu'on en a tous, moi en tout cas j'en ai par-dessus la tête, je ne peux plus allumer la radio, je crois qu'on en a bien avalé ces derniers temps. Heureusement, c'est pas trop mal fini, on va dire. En tout cas, personne, peut-être pas tout le monde le partage, mais on aurait pu avoir bien pire, en tout cas, j'imagine. J'en suis sûre, mais c'est ma conviction personnelle. Donc, on a tellement bouffé tout ça qu'on n'a pas forcément envie de se relancer dans le débat. En tout cas, vous avez vu qui on avait au deuxième tour, et vous pouvez très bien voir ce qu'on peut appeler ventre mou et ce qu'on peut appeler le fossé qui se creuse, donc le crochet qui se feuse effectivement, entre cet aspect-là et la dimension opposée qui est ah non, mais si on ouvre toutes les frontières, la France va disparaître, ah non, on est complètement désarmés, on est des lopettes, recréons l'armée. Je crois qu'il y avait une télé-réalité sur le service militaire, je ne sais plus exactement, sur M6, un truc qui faisait une espèce de service militaire pour des jeunes en perdition. Donc il y a toutes ces valeurs qui reviennent à la mode, parce que c'est des périodes, c'est des pics, etc. Et donc je pars du constat qu'il y a un fossé qui se creuse, des cristallisations autour de cette question. Les valeurs européennes d'après la Seconde Guerre mondiale, donc maintenant ça remonte à 70 ans, sont-elles un humanisme ou constituent-elles une faiblesse ? Vous avez peut-être suivi les lecteurs de Marianne, tout le débat qui accuse la gauche d'avoir trop ouvert les robinets et avoir fait preuve d'avoir été trop conciliante, etc., pour drainer l'électorat des cités, etc. Donc tout ce débat-là. Donc il y a vraiment une cristallisation autour de ça. Et il y a donc toute une part de la population qui se reconnaît dans ce que je vais appeler plutôt des valeurs horizontales. Je sais pas, évidemment, citer Jésus comme ça, c'est un peu abrupt, mais aime ton prochain comme toi-même, donc je suis l'autre, etc. Donc il n'y a pas de différenciation. On va citer Manuel Lévinas, le visage de l'autre crie tu ne tueras point, etc. Et d'autres qui disent défendons-nous, il faut des gens qui donnent des ordres, qui aient les rênes du pouvoir entre les mains.
Et donc quelque chose d'extrêmement vertical, pyramidal, avec finalement les soldats sont les exécutants, ils n'ont pas besoin de savoir exactement où on va, puisqu'il y a des gens plus intelligents qu'eux pour tenir les rênes. C'est tout le débat. Donc, je pars de ce constat que le fossé, que ces deux attitudes face à la même réalité se cristallisent et qu'il y a vraiment une séparation qu'on a bien ressentie en France dans la période la plus récente. Alors, maintenant, je vais faire intervenir dans cette réflexion quelque chose qui a l'air d'avoir rien à voir, a priori, mais qui, à mon avis, a tout à voir avec ça. Je vais faire intervenir le numérique. Pourquoi ? Parce que, donc le numérique, Internet, le net, le web, tout ce que vous voulez, est le représentatif de tout ce qu'il y a de plus horizontal dans la manière de faire. Je vous explique. L'horizontalité du web, c'est que par exemple, comme vous avez écrasé la notion de temps et d'espace, ce que je veux dire par là, l'exemple le plus simple, c'est si je prends mon téléphone portable et que j'appelle madame qui est en face de moi, c'est pareil en termes de coût, de qualité d'écoute, etc., que si j'appelle quelqu'un qui est en Guadeloupe à l'heure actuelle avec mon forfait 4G, etc. Et du coup, j'ai pas besoin de passer par des douanes, de passer de louer une voiture, de prendre un avion, etc. Donc, toutes les hiérarchies intermédiaires qui tendaient à la gestion du temps et de l'espace pour aller d'un point A à un point B, disparaissent, enfin une partie d'entre elles disparaît. Donc c'est ça que j'appelle premièrement une dimension horizontale. C'était pour vous le faire grosso modo, mais il y a évidemment, vous voyez, le numérique comme ça offre une plateforme, de personne à personne immédiate et sans filtre. Ça donne que vous avez des sites comme Drivey, je ne sais pas si certains connaissent, ou Blablacar, ou les trucs comme ça. C'est une plateforme internet, il y a un besoin et la réponse à un besoin. J'ai besoin d'une voiture, quelqu'un a une voiture à louer. On n'a pas besoin de sortir de chez soi, d'aller vers un concessionnaire. Le concessionnaire, c'est quelqu'un qui a créé une enseigne, qui est patron de sa propre boîte, qui embauche des gens, qui achètent les voitures pour les louer ensuite. Pyramide. Là, c'est horizontal, un besoin, une solution de particulier à particulier. Donc c'est ça que j'appelle l'horizontalité d'Internet. Évidemment, on tend de plus en plus vers cette horizontalité. Je pense à l'horizontalité commerciale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des imprimantes 3D qui sont déjà commercialisées. Il y en a dans pas mal de commerces, mais ça va être de plus en plus accessible à toutes les bourses, comme on dit. Et l'imprimante 3D, au lieu d'avoir de l'encre, elle a une espèce de matière, pas plastique mais approchant. Et elle vous permet, peut-être pas encore de créer des choses extrêmement développées, mais de faire des plans 3D, d'imprimer votre monture de lunettes, d'imprimer une fourchette, il n'y a rien de plus simple, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous imaginez, là, aujourd'hui, j'ai une vie trépidante, j'ai besoin d'une fourchette en plastique, je sors de chez moi, je vais dans un magasin, le magasin, c'est une enseigne, un gars qui paye un loyer pour avoir pignon sur rue dans une rue, par la voie hiérarchique, il embauche avec une différenciation de salaire des gens pour gérer la boutique, puis des vendeurs, et moi, je vais rencontrer toute cette hiérarchie pour obtenir ma fourchette et je vais payer la location du bâtiment, les personnes qui gardent le bâtiment, les gens qui l'entretiennent, la personne qui m'a vendu le truc et le grand patron. Et donc finalement ma fourchette elle revient très peu cher par rapport à tout ça. Donc l'imprimante 3D élimine toute cette hiérarchie puisque je peux chercher modèle de fourchette sur internet, appuyer sur imprimer et en 15 minutes, c'est-à-dire en moins de temps qu'il ne faut pour aller chez Ikea, disons-le, quoiqu'une fourchette en plastique, peu importe le débat. En très peu de temps, le temps d'imprimer ma fourchette, j'ai ma fourchette et j'ai payé aucun coût pour les intermédiaires. Bon, ça c'est une horizontalité, c'est pour vous l'expliquer. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que je pense que cette horizontalité Internet, qu'on perçoit sur le web, dans la manière d'être du web, elle a commencé à structurer les pensées. Alors ça m'intéresse un petit peu plus que les fourchettes en plastique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que je ne sais pas si vous avez lu, il y a un ouvrage qui a fait date, c'est pas un truc extraordinaire ni extravagant, mais ça marque une génération. Il y a un journaliste qui s'appelle Olivier Rollo qui a écrit un livre qui s'appelle Génération Y. Y, il a repris le symbole des écouteurs qui sortent des oreilles, donc ça fait un Y, etc. En même temps, en anglais, ça fait Y, parce que c'est une génération qui pose des questions, donc voilà pourquoi ça s'appelle la génération Y. Bon. Et en fait, un des constats de Olivier Rollo, il y a tout un chapitre qui s'appelle la génération Y en entreprise,
et que moi je vérifie quand même régulièrement parce que j'ai des étudiants à Sciences Po qui sont en train de basculer du moment où ils valident leur diplôme, donc 22-23 ans, au moment où ils passent dans la vie active. Et en fait, cette génération refuse la hiérarchie d'entreprise. Par hiérarchie entreprise, j'entends pas les modèles qui sont en train de voir le jour, qui reposent sur la reconnaissance mutuelle des talents, etc., les ruches et compagnie. Je fais appel à un modèle traditionnel qui est, on t'embauche, et comme tu es le dernier embauché, déjà tu peux être le premier débauché, et ensuite au début, écoute, tu vas coller des timbres, faire des photocopies et apporter le café, quoi. Tu vas commencer comme ça, parce qu'on a tous commencé comme ça. Et le Y, comme il est dans un monde horizontal où il peut manifester ses talents et que ses talents peuvent être reconnus immédiatement, il refuse, s'il est embauché par exemple dans une boîte de montage vidéo, de faire des photocopies pour son patron parce que monsieur a plus de pouvoir que lui, alors que ce pourquoi il a été employé, c'est un talent réel. Là, je vous passe toute la réussite, entre guillemets, qu'on peut voir, parce qu'il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes choses. Si vous voulez, par exemple, quand vous voulez publier un essai, un roman, une BD, vous passez par une maison d'édition. Vous proposez votre manuscrit. En général, il n'est pas lu parce qu'il y a quand même toute une organisation dans les maisons d'édition qui laisse un peu sceptique. Et donc, si vous n'avez pas gagné 3 ou 4 prix de jeunes talents, on ne vous lit pas forcément. Enfin, c'est le stagiaire qui fait le prix d'abord, je connais un petit peu. Et donc, après, vous recevez 50 lettres de refus 8 mois plus tard qui vous disent non, ça ne nous intéresse pas. Et c'est une lettre automatique, évidemment. Bon. Maintenant, si la même personne crée un blog et qu'elle commence à mettre, mettons, ses planches de BD en ligne, et qu'elle a 1000 adhérents, 2000 adhérents, 100 000 adhérents, c'est la maison d'édition qui la contacte. Alors oui, il y a eu un temps où cette personne a travaillé gratuitement. À côté, elle pouvait avoir un travail, elle n'a pas eu à démontrer son talent. C'est la hiérarchie qui allait vers son talent au lieu que la personne essaie de faire valoir son talent au pire de la hiérarchie. Vous connaissez ça pour la musique aussi, vous savez qu'il y a des MySpace qui permettent à des musiciens d'être connus sans passer par la grande industrie du disque. La dimension pyramidale ayant fait des atrocités. Dans les années 80, les chanteurs étaient une espèce de chair à canon de l'industrie musicale. Il n'y avait plus vraiment de place à la création. Il y a eu une décennie assez particulière à cet égard. En tout cas, donc, cette reconnaissance immédiate de talent, mutuelle, horizontale, fait qu'il y a un constat sur la génération Y. Alors, ce qu'on appelle la génération Y, c'est ceux qui étaient encore petits quand on leur a mis un ordinateur entre les mains. Ça veut rien dire, il y a plein de définitions différentes, etc. Mais globalement, c'est ceux qui sont nés entre 85 et 2000. Voilà, c'est-à-dire, quand vous aviez 10 ans en 95, il y avait un ordinateur, et quand vous avez eu 15 ans, il y avait Internet à la maison. Et donc, cette génération qui a grandi avec l'apparition d'Internet dans les foyers, connaît cette reconnaissance mutuelle et refuse d'essuyer les plâtres, de se faire bisuter par le monde vertical. Bon. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Je m'envoie des fleurs, c'est très intéressant même. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit que c'est pas juste une horizontalité constative, dans le genre oui, le web fonctionne de manière horizontale. Ça change la donne au niveau de la manière de se percevoir et de percevoir les structures. C'est-à-dire qu'un patron qui fonctionne à l'ancienne se retrouve complètement désemparé face à un gars de 20 ans qui lui dit « Non, mais moi je suis pas là pour faire des photocopies. Mes montages vidéo, tu les as vus, tu m'as embauché pour ça, je vais pas t'amener le café non plus. » Je sais pas si vous connaissez, par exemple, Norman fait des vidéos. C'est un gars qui a connu un succès extraordinaire sur le web. Et maintenant, on lui propose des rôles au cinéma. Il n'a pas eu besoin de faire la figuration muette, la figuration parlante pendant 15 ans, de faire la pub Super U. Je sais pas si vous avez des amis ou des enfants intermittents du spectacle, mais c'est épouvantable. Il se retrouve vraiment à candidater. Oui, j'ai eu un rôle en arrière-plan seins nus, du coup, peut-être que les réalisateurs vont me découvrir. C'est terrible, quoi. Pas forcément d'être seins nus, mais d'être dans cette logique où il faut se faire remarquer à tout prix, alors que là, vous faites votre chose. Et si elle prend, s'il y a une reconnaissance, une adhésion immédiate des gens, et ça passe devant la hiérarchie qui pourrait faire du népotisme, quoi. Bon. Donc, vous voyez que ça rentre, cette horizontalité, dans les structures mentales. Et là, pour alimenter encore le débat, je vais amener un troisième truc sur le terrain. Alors là, attention, donc encore une fois, ça va un petit peu surprendre. Donc là, je vais faire rentrer dans le débat la question de l'antispécisme. Alors, j'arrive, je vous explique. L'antispécisme. En fait, l'antispécisme, je vais vous expliquer. L'antispécisme, c'est un courant
dans lequel est inclus le végétarisme, on va voir pourquoi, qui remet en question la domination de l'homme sur tout le reste. De l'homme sur la nature, de l'homme sur les animaux, c'est l'antispécisme. Voilà. Alors, du coup, forcément, la plupart des antispécistes sont véganes, parce que si vous considérez que la raison d'être d'un animal est aussi importante que la raison d'être d'un homme, vous n'allez pas le bouffer, d'accord? Voilà. On va parler de tout ça après. Et donc, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que cette horizontalité de pensée qu'on vit au quotidien, parce qu'on utilise pratiquement tous les outils numériques, a-t-elle permis l'essor des pensées horizontales jugées marginales jusque-là? C'est un petit peu ça la question que je vais poser. Il y a encore 50 ans de ça, c'était extrêmement marginal d'être vegan. Donc vegan, c'est le mot un petit peu, comment on dit, globiche, pour dire végétarien, d'accord? C'était encore très marginal. Maintenant, vous avez un pourcentage de véganes très important et surtout leur visibilité est sans cesse accrue. À tel point qu'on a l'impression que finalement ils mettent le reste du monde dans une forme de mauvaise honte carnivore, sauf les radicalistes carnivores. Mais j'entends beaucoup de gens autour de moi qui disent oui, je suis pas encore végane parce que j'aime bien quand même manger de la viande et tout. Mais c'est vrai que pour les enfants, on aimerait bien manger autrement. Donc il y a toute cette réflexion qui est en branle, alors que même je vois, la génération juste au-dessus de la mienne, c'était pas du tout dans leur préoccupation au quotidien. Alors la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que la question de l'antispécisme, donc de remettre en question la place de l'homme dans le monde, c'est-à-dire en gros toute la philosophie depuis Descartes, et même les réflexions depuis l'Antiquité, mais cette question, l'homme est maître de la nature, la question de l'animal machine chez Descartes, l'animal ne connaît pas de souffrance, il agit comme une mécanique fondée sur des ressorts, et c'est l'argument des procorridas. Quand les gens disent mais en fait on ne peut pas faire un sport en tuant des animaux, c'est quand même leur vie qui est en jeu, c'est hyper barbare. Les procorridas vous répondent, parce que je suis pas encore là-dedans, donc les anticorridas répondent, les animaux réagissent comme des ressorts, c'est vous qui calquez de l'humain sur quelque chose qui ne l'est pas. Donc il y a tout ce débat-là. Bon. Et donc, pardon ? C'est les procorridas. Oui, les procorridas. D'accord. Donc les anticorridas considèrent la souffrance animale et les procorridas défendent leur steak à proprement parler en disant que les animaux ne sont que des machines. Voilà, donc ils n'ont pas de sensibilité. Bon. Alors du coup, la question que j'aimerais poser, c'est cet antispécisme, ce véganisme, ces mouvements par rapport, même l'écologie. L'écologie, c'est mettre l'homme et la nature sans supériorité. Ordonner la nature, c'est pas la dominer. C'est prendre ce qu'elle a à offrir, etc. Mais on en parlera plus tard. En tout cas, la question que je pose, c'est est-ce que cette horizontalité Internet a pris une emprise telle sur nos structures mentales qu'on en vient à douter de la place même de l'homme dans le monde. Vous savez que l'histoire de l'homme s'est faite par ce que Freud a appelé des blessures narcissiques. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion. Par exemple, Freud dit que quand l'héliocentrisme a été prouvé, c'est-à-dire le fait que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, ça a fait que l'homme n'était plus le centre du monde, donc c'était une blessure narcissique, c'est-à-dire une blessure sur la considération que l'homme avait de lui-même. Il était au centre du monde et il ne l'est plus. Et l'antispécisme, c'est encore une nouvelle blessure narcissique. Le darwinisme en a été une, en disant l'homme n'est pas une créature de Dieu, Dieu a créé l'homme à son image, mais il descend des grands singes. C'est une bête. L'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre, comme tout le monde sait. Et donc, ça, ce sont les blessures narcissiques, et la question c'est, l'antispécisme est-il une nouvelle blessure narcissique que l'homme doit essuyer ? C'est-à-dire, c'est légitime de se poser la question de notre place dans le monde et de réfléchir à savoir si on n'est pas au même niveau que tout le reste et pas au-dessus ? Ou est-ce que l'antispécisme est une espèce de protubérance de la pensée ? Je pense à la pyramide, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Voilà, le psychiatre qui dit « Ah super, très bien, vous m'avez mâché le travail. » Donc une fois que les besoins sont satisfaits, que le besoin de reconnaissance est satisfait, etc., on monte dans la pyramide, on peut penser à l'accomplissement de soi, d'accord ? La question c'est est-ce qu'une fois que les philosophes sont bien nourris et qu'ils n'ont plus à brasser la question de la guerre, la question de la survie, etc., est-ce qu'ils se mettent pas à la... Bon alors,
l'homme est-il vraiment l'égal de l'animal ou le domine-t-il? Voilà, donc est-ce que c'est une question de philosophe trop bien nourri, ou est-ce que c'est une question centrale qui montre une perpétuelle évolution de l'esprit humain qui s'écarte de plus en plus de la barbarie finalement? Donc c'est cette question que j'aimerais poser, et vous allez voir que je ne vais jamais quitter cette question du numérique, ni cette question de l'horizontalité. Alors, je pense... la question que pose donc l'antispécisme, savoir si c'est une excroissance de la pensée ou si c'est un aboutissement et un progrès, pose la question de savoir si on doit protéger ou exploiter ceux qui ne se défendent pas objectivement. Et on va le voir plus tard, c'est la question qu'on a posée après-guerre sur les nouveau-nés. On en reparlera. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu Rousseau, l'Émile, etc. Rousseau raconte comment étaient traités les nouveau-nés au XVIIIe siècle. Ça ferait hurler n'importe qui. Hein. Ils étaient emmaillotés et pendus comme sur des cintres, quoi. Parce que les nounous avaient 5 ou 6 enfants de moins de 2 ans à gérer ensemble. Et donc, elles les accrochaient à des crochets, tout emmaillotés. Les bras comme ça, les jambes repliées, enfin... C'était ça, donc, et puis ils pleuraient, mais voilà, on me disait, ils se font les poumons, enfin, des trucs qu'on dit dans les familles pour se déculpabiliser, genre, il doit faire son immunité, on lui colle la sucette qui a traîné dans un caniveau, c'est tous les trucs de maman, bon, voilà, et donc, c'est toute la question, ce qui ne s'exprime pas, doit-il être protégé parce qu'il ne s'exprime pas, ou exploité parce qu'il est non humain? Vous savez qu'il y a eu une exploration de ce débat-là dans le film, La controverse de Valladolid. La controverse de Valladolid est un peu différente, c'est-à-dire une fois qu'on a découvert les indigènes de l'Amérique, est-ce qu'on considérait que comme on ne les comprenait pas et qu'ils n'avaient pas créé une civilisation telle que la nôtre, ils étaient exploitables et corvéables à merci? Ou au contraire, est-ce que, donc vous vous rappelez Sepulveda contre... Las Casas, Bartolomeo de Las Casas. Donc le débat c'était, ça a été résumé en ont-ils une âme ou pas, mais la question c'était puisqu'on ne comprend pas s'ils souffrent vraiment ou si on comprend pourquoi ils n'ont pas fondé de civilisation, etc. Est-ce que c'est pas le signe qu'on peut les exploiter comme on en a envie? Et bien le truc c'est que l'antispécisme pose la question au niveau de tout ce qui ne s'exprime pas. Et donc si on pose la question sur le nouveau-né, pourquoi on ne la pose pas sur les animaux? Et là, je continue, on va voir, parce que je vais vous expliquer ma petite vision de la chose, je suis là pour ça. La question qui se pose aussi, c'est, à partir du moment où on ne distingue plus l'homme de l'animal, pourquoi distinguerait-on l'animal du végétal? Puisqu'il y a un vouloir vivre. Et donc, est-ce que les véganes sont un aboutissement ultime, ou est-ce qu'ils ne sont qu'une étape vers l'aboutissement ultime qui serait, je ne sais pas, la nourriture solaire? Vous savez, enfin, vous connaissez peut-être pas, vous regarderez chez vous, c'est super intéressant. Il y a des praniques sur Terre, moi j'en connais un, c'est mon collègue, donc je le connais bien, qui ne mange pas et qui se nourrit d'amour, quoi. Il dit, je me nourris d'amour. On en reparlera, mais il se nourrit de ce qu'on appelle dans tous les différents cercles, le chi quand on est en Asie, le pneuma dans l'Antiquité grecque, etc. C'est l'idée de se nourrir d'autres énergies que celles, voilà. Le truc, c'est que moi, j'en pense rien. Je pense juste que ce mec n'a pas mangé depuis 4 mois, ni bu d'eau, parce qu'il y a plusieurs pranismes, donc ce qui est mortel en 4 jours, je crois, et qu'il est en parfaite santé. Donc ça, je le constate de mes yeux. C'est pas un bouffeur de pizza de minuit qui se cache, etc. C'est un professeur de philosophie. Donc il me raconte pas des salades qu'il ne mange pas. Donc en tout cas, la question, c'est ça. C'est est-ce que le véganisme n'est pas finalement une espèce d'intermédiaire en abâtardie? Est-ce qu'il vaut pas mieux encore aller jusqu'au bout de sa logique et dire, quitte à manger quelque chose, je mange des animaux, je suis anthropophage, puisque le véganisme, ce n'est qu'une solution intermédiaire, ça ne vaut pas mieux. Bon, donc, j'ai dit quoi? Anthropologique au lieu d'anthropophage? Manger un animal, c'est pas d'anthropophagie. Non, mais je parlais de l'homme, c'était en fait de l'humour. Mais c'est mon ami des conférences, en fait, il aime bien me taquiner. Voilà. Alors, du coup, voilà la question qui se pose. Alors, pour répondre un petit peu à toutes ces questions-là, donc là, on est sur horizontalité, constat de scission entre les défenseurs d'une horizontalité et un regain de volonté de hiérarchisation exposé en premier plan. Deuxième point, l'hypothèse que ce serait le numérique qui contribuerait à créer des structures mentales horizontales. Dans ces structures mentales horizontales viendrait s'intégrer un espèce de nouvel essor de questions existentielles autour de la place de l'homme dans l'univers et de ses éventuelles blessures narcissiques. Que doit-on en penser finalement
Doit-on reconsidérer l'homme? Doit-on mettre à bas les hiérarchies en disant que tout est égal? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'objet de cette conférence. 25 minutes, j'ai fait l'intro, c'est bon, je plaisante. Voilà. Alors, non, j'ai plus qu'à illustrer et à conclure. Voilà. Alors, du coup, l'idée que j'en ai, c'est que pour comprendre un peu ce phénomène, il faut revenir dans l'histoire du XXe siècle. L'histoire du XXe siècle, c'est ce qui a le plus porté préjudice à l'image que l'on peut avoir des hiérarchies. Et en fait, ce que j'en pense, et donc ce que je vais vous expliquer pour voir ce que vous en pensez vous-même, ce que j'en pense, c'est que le XXe siècle a poussé à l'extrême le pire de la hiérarchie, et que ce faisant, elle a conduit à un amalgame entre atrocité et hiérarchie, qui a conduit dans le siècle suivant, le nôtre, la période actuelle, au rejet total des hiérarchies, qui a conduit à l'émergence d'Internet, qui a alimenté le circuit horizontal, et à la mise au banc des hiérarchies. Et du coup, si vous mettez quelque chose au banc, c'est toujours la même chose. Si vous mettez les religions au banc, vous avez un regain des revendications radicalistes, dans la radicalisation religieuse. Si vous mettez au banc les hiérarchies, il y en a qui vont dire les hiérarchies nous manquent, il faut faire quelque chose. Et moi, je pense qu'il y a une troisième voie possible dans ce positionnement, et que ça va aller de manière transversale dans les questions qu'on peut poser sur les hiérarchies. Donc on va en parler. Si vous voulez, pour vous spoiler le truc, je ne pense ni qu'il faut sacraliser les hiérarchies, ni qu'il faut les condamner. Je pense qu'elles ont pâti de l'image qu'a donnée d'elles le XXe siècle en les tirant à bout et en montrant le visage atroce. Et qu'en fait, il faut les récupérer en les transformant en organisation et en perdant toute la charge étymologique de hiérarchie, hiéros renvoyant au sacré, et le arc, comme dans monarque, etc., à celui qui détient le pouvoir, c'est-à-dire le caractère sacré de celui qui détient le pouvoir. Bon, évidemment, là, je prends un raccourci, je vais vous expliquer, mais vous voyez très bien où je veux en venir. C'est toute la question des Hitler, Eichmann et toute la hiérarchie allemande. À partir du moment où vous vénérez le chef et que vous créez toute une hiérarchie qui en découle, si le chef est mauvais, tout devient mauvais. Et en montrant ça, le XXe siècle a condamné la notion de hiérarchie, à mon avis, l'a jetée avec le bain. Et donc, si hiérarchie est connotée négativement, et je pense qu'il faut bannir ce mot à tout prix, sacraliser le chef pour son pouvoir, c'est hors de question pour moi. En revanche, créer des structures organisationnelles, c'est utile à 100%. Et donc, la troisième voie que je vais exposer permet, selon moi, de sortir de l'impasse du débat éternel entre État et anarchie, par exemple. Une structure pyramidale, l'État, et les autres qui disent « Ah non, aucun pouvoir ». Et à mon avis, si vous mettez même dans le système démocratique, on le voit là, je veux dire, on a des repris de justice, on a des crapules, on a des descendants de meurtriers, faut se calmer, quoi. La démocratie n'est pas le meilleur, c'est un paravent, vous connaissez la phrase de Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, etc., etc. C'est vrai, à l'exception de tous les autres, parce qu'effectivement, on peut moins facilement faire une dictature en partant de la démocratie qu'en partant d'un modèle non démocratique. C'est évident. En même temps, la démocratie n'est pas du tout un rempart efficace contre une volonté de dictature totale, voire Hitler qui a accédé au pouvoir par les urnes, c'est l'exemple archétypal. Bon. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une autre voie, on va voir une transversalité qui conduit à sauver les structures en enlevant la hiérarchie. Par hiérarchie, j'entends sacralisation de la personne qui a le pouvoir entre ses mains. Alors, donc je vais vous expliquer ça. J'ancre ça dans une vision du XXe siècle et je vous expliquer. Je pense que le XXe siècle, en poussant à bout par ses capacités, la fin de la religion, la volonté de rationalité extrême, etc., a montré de la hiérarchie le visage le plus inhumain. Alors je vais vous l'exposer sur certains points, évidemment non exhaustifs, je vais vous le faire rapidement. Sur la planète, alors souvent on dit oui, les 30 glorieuses, vous avez saccagé la planète en consommant à outrance, avec un supermarché américain, on pourrait éclairer pendant 20 jours telle ville d'Afrique, etc., etc. J'ai envie de dire aux écologistes, avant nous qui laissons couler le robinet pendant qu'on se lave les dents, avant nous il y a quand même eu le gaz moutarde, Hiroshima, tu vois, eux ils ont pollué pour 200 000 ans, mais on en parle moins que les 30 glorieuses. Donc il y a quand même une hiérarchie historique là, je reprends l'hiérarchie sans le faire exprès. Il y a quand même là une organisation historique, une culpabilisation.
qui n'est pas exactement à sa place. Donc c'est de tout ça dont il faut se méfier. Donc l'homme s'est décrété supérieur à la planète. Il peut faire n'importe quoi, voire faire exploser la planète elle-même. C'est ça l'homme supérieur à la planète. En fait, la planète reprend ses droits, puisqu'elle asphyxie l'homme lui-même, qui n'est qu'un espèce de parasite vivant sur cette terre, ou un grain de sable, selon l'image que vous préférez. Donc, au XXe siècle, l'homme s'est dit hyper supérieur à la planète. Hyper supérieur aux autres peuples. Les peuples d'Europe ont colonisé. Et dans la colonisation, oui, bien sûr, il y a une part où il y en avait qui pensaient sincèrement à l'émancipation civilisatrice, à sauver des gens des maladies, des fléaux, etc. Mais il y en avait aussi qui étaient là avec une énergie totalement négative. Il y a une terre, prenons-la. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler comment et pourquoi a été prise l'Algérie en 1830 ? C'était la côte barbaresque. Charles X était en perte de pouvoir. Et il a créé un espèce d'effet Burkini, comme l'autre cet été, pour faire oublier qu'il faisait de la mauvaise politique. Il a dit oulala, à l'échelle interne, tout le monde me conteste, donc je vais leur créer un but externe, allons conquérir, sur le prétexte que, je sais pas, l'ambassadeur de France s'était pris un coup d'éventail ou de tape-mouche, il y a plein de versions, enfin, donc je passe ça. Bon, en tout cas, le XXe siècle a été celui de la hiérarchie de l'homme qui s'impose par rapport aux autres peuples. Bon. Évidemment, l'homme a aussi poussé ça dans le travail en créant une hiérarchie extrême avec le Fordisme. Je ne sais pas si certains se rappellent dans Voyage au bout de la nuit, la description de Détroit, où il dit « Nous n'étions plus que des viandes vibrées à l'infini ». Donc l'homme-machine, l'homme tellement réifié qu'il n'est plus là, le visseur de boulons. Celui qui n'a plus aucune idée de savoir s'il construit un avion pour sa patrie ou pour l'ennemi, quoi. Donc le rouage d'une espèce de machine gigantesque qui l'écrase, quoi. Donc le Fordisme qui a vraiment créé une hiérarchie telle qu'en bas de la chaîne, il n'y a plus qu'une viande vibrée. De l'homme sur les animaux. Alors là, évidemment, il y a tout ce qu'on sait, mais il y a aussi, je ne sais pas si certains ont vu le reportage, le documentaire de Pauline Serrault, des solutions locales pour un problème global. Et bon, en tout cas, ils exposent vraiment l'agronomie telle qu'elle a pu l'être dans les années 50, 60, 70. Et donc, c'était les solutions rationnelles de l'alimentation humaine. Et c'est là qu'on a commencé à mettre les poules en cage pour qu'elles pondent des œufs, parce qu'on n'avait plus besoin de les faire courir, puisqu'elles pondaient des œufs quand même. Qu'il y avait des choses complètement aberrantes dans le genre, les poulets n'ont plus besoin de bec ni de plumes, puisque ce sont plus que des machines à produire de la viande, quoi. Et donc, vous savez que les conditions étaient tellement terribles que les animaux s'en sont pris à leur propre espèce. Je crois que les mères, il y a une histoire des mères cochons qui dévoraient la queue de leurs enfants, il y a eu des entre-dévorations, des choses épouvantables, parce que la rationalisation ultime, c'était finalement l'animal est de la viande pour les humains et rien d'autre. C'est pas une bête qui a le droit de vivre en liberté. Et vous voyez tous maintenant dans vos supermarchés les boîtes d'œufs avec élevé en plein air, les distinctions qui vous disent oui, mais il y a certains, qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a qui disaient que élevé en plein air, en fait, c'est que les gens mettaient les cages dehors. Bon, l'agronomie dans toute son horreur, quoi. Donc le XXe siècle a poussé ça à l'extrême, si vous voulez. Et évidemment, je vais pas vous faire l'homme sur l'homme, c'est évidemment ce qui reste le plus de manière tragique sur la mémoire du XXe siècle, et qui est les génocides. Et je rappelle que Fordisme, génocide et rapport aux animaux par l'agronomie sont tous les trois liés. C'est-à-dire que Henry Ford s'est inspiré de la structure de dissociation entre la ferme et les abattoirs pour créer une chaîne où plus personne ne savait où était la responsabilité de qui que ce soit. Et les camps de concentration, c'est un des trucs sur lesquels j'ai fait mes recherches. Les camps de concentration sont fondés sur justement cette idée de cloisonnement pour déresponsabiliser. La Shoah, si vous voulez, elle a fonctionné, c'est horrible à dire, mais parce que en fait, il n'y avait personne qui tuait de visu. Évidemment, je schématise, mais les Einsatzgruppen au début, la Shoah par balle, quand les Allemands, les nazis, devaient tirer sur les Juifs en randonnion, comme ça a été le cas en Ukraine, Babilla, etc. Ça a duré très peu de temps, parce que c'était insupportable pour tout le monde. Quand ils ont fait rentrer la structure de la Shoah dans l'administration, ça a permis, en changeant le vocabulaire, de mettre un coup de tampon avec écrit « déplacement de 3000 pièces vers Auschwitz ». Et les administratifs donnaient un coup de tampon. J'autorise le transport de 3000 pièces. Mais en fait, 3000 pièces, c'était 3000 hommes. Et vers destination, je ne sais plus comment ils appelaient ça, ça voulait dire à la mort. Mais rentrer dans l'administration,
ça passait tellement de bureau en bureau, plus personne ne savait à quoi correspondait ce qu'il y avait écrit sur les papiers. Le boulot, c'était de mettre un coup de tampon, il mettait un coup de tampon. Donc c'est ça, cette hiérarchie par dilution de la responsabilité. Et donc, le système des abattoirs, donc le rapport des animaux, qui fait que, si vous voulez, pour les enfants maintenant, on le mesure, il n'y a aucun rapport entre le steak acheté en supermarché et l'animal qu'on va voir à la ferme. Moi, petite, je l'ai vécu aussi, le poisson était carré, entre poisson et poisson, j'ai compris la réalité physiologique quand j'ai vu un poisson avec l'œil blanc, quand je suis passée des surgelés Findus au Picard à des restaurants un petit peu plus poussés sur leurs compétences culinaires, quoi. Pardon, maman. Voilà. Donc, voilà, et donc, c'est par rapport aux animaux qu'il y a eu cette volonté de dissocier l'animal qu'on va caresser et la bête qu'on a dans nos assiettes. Vous savez qu'en anglais, il y a 2 termes différents pour dire les animaux. Alors, c'est aussi le porc et le cochon. On en reparle après. C'est le banc des commentaires. Alors, voilà. Et donc, le rapport entre la ferme, l'abattoir et le supermarché a inspiré Ford pour sa hiérarchie. Et le Fordisme a inspiré les camps de concentration et donc cette tripartition sur la hiérarchie et pas justement insulaire, n'est pas tripartite avec d'un côté les camps, d'un autre côté le Fordisme, etc. C'est un même système qui a été considéré comme le top du top des hiérarchies au XXe siècle puisque c'était possible à structurer, structurons-le jusqu'au bout. Alors, je me fais une note sur les génocides. Bon, évidemment, c'est terrible de traiter les génocides en 2 minutes comme ça. Mais je rappelle que les génocides se fondent sur une approche de l'homme qui est nivelée sur l'animal. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le récit de Robert Antel, qui s'appelle L'espèce humaine, et qui dit que des fois les détenus auraient eu envie d'être des bêtes parce que les bêtes ne se distinguent pas entre elles en disant tu sors de l'humanité ou tu sors de la bestialité, etc. etc. Donc il y a tout ce rapport, et en même temps cette métaphore animale était employée par les nazis pour dénaturer le caractère humain des détenus. Je vous rappelle que dans le génocide, dans la Shoah, dans le génocide juif, la chasse aux juifs était permise parce qu'ils étaient considérés comme des rats. C'était la métaphore. Je ne sais pas si certains ont lu la bande dessinée Moss, avec donc la Shoah représentée par des chats et des souris. En fait, c'est extraordinaire. Et vous savez que dans le génocide des Rwandais, donc des Tutsis par les Hutus, les Tutsis étaient appelés par la radio d'Émile Colline, donc le média qui a contribué à leur extermination, comme des cancrelats. Et en fait, si vous voulez, c'est la découverte terrible, c'est la question soulevée par l'antispécisme, c'est à partir du moment où l'homme fait une distinction entre l'homme et l'animal, alors cette distinction à cette échelle est à tout moment susceptible d'être dupliquée de l'homme à l'homme. C'est ça la leçon en fait. Enfin, je ne vais pas vous faire la leçon, mais c'est ça l'idée. C'est qu'à partir du moment où l'homme dit « je suis supérieur à l'animal », il peut dire « lui c'est un animal, donc il peut être traité comme un animal ». Et donc l'intérêt de l'antispécisme, c'est pas de couper les couilles de l'homme, de lui faire une blessure narcissique ultime, etc., etc. C'est de penser cette chose, c'est de rendre impossible le génocide. Si vous considérez que le vivre, dès qu'il y a la vie dans quelque chose, vous n'avez pas le droit de l'exterminer, alors vous ne pourrez pas exterminer votre prochain non plus. Parce que vous aurez beau l'appeler plante, carotte, oui mais c'est comme un végétal, assassinons-le. Non, ça ne marchera pas puisque vous considérez que tout a de la vie en soi au même niveau et donc est non exterminable. Bon. Il faut devenir suprapranique, donc il y a du boulot. Mais voilà, donc c'est la question des échelles. Et donc, pour revenir aux conclusions qu'on peut avoir sur le XXe siècle, je pense que le XXe siècle a donné de la hiérarchie, en tout cas de l'organisation, le pire visage, en le poussant à l'extrême, ce qui a conduit le XXIe siècle à jeter bébé avec le bain et à considérer que toute organisation était une assise du pouvoir sur autrui. La leçon qu'on peut tirer du XXe siècle, c'est les 2 écueils de ce qu'on va encore appeler hiérarchie. Premièrement, la réification, ce qui veut dire que si vous avez une très longue chaîne, en bas de la chaîne, vous pouvez traiter quelqu'un comme un instrument et non plus comme un homme. Donc ça veut dire que plus la hiérarchie est grande et longue, plus ce qui est au bout de la chaîne est comme un boulon, quoi. N'est plus qu'une fonction. Donc c'est problématique. Le deuxième écueil sans retour, en fait, de la hiérarchie, enfin de ces questions de hiérarchie, c'est la déresponsabilisation des agents. C'est ce que je vous expliquais pour la Shoah avec les coups de tampon.
La Shoah a été permise non pas parce qu'il y avait des brutes sanguinaires, quoique, enfin il y en avait plein, hein, mais des brutes sanguinaires qui tiraient à bout portant, à bout touchant même, sur des victimes juives. La Shoah a été possible parce qu'elle a été innocentée par la déresponsabilisation administrative. C'est ce qu'on voit dans l'administration actuellement quand vous, par exemple, je sais pas, vous avez tous eu des problèmes avec Free ou avec, je sais pas quel opérateur vous avez, SFR ou quoi que ce soit, vous tombez sur la hotline et puis le gars vous dit « mais moi je suis qu'un vendeur ». Bah oui, c'est ça le but. C'est que vous puissiez pas accuser le vendeur puisqu'il n'est que vendeur. Alors qui est responsable ? Bah personne. C'est ça donc le XXe siècle, moi je vais défendre l'organisation, pas les hiérarchies mais l'organisation structurée. Et donc je dis que ce qui a condamné la hiérarchie de manière trop rapide, c'est qu'au XXe siècle, elle a montré des écueils terribles, fondamentaux et sans retour. Voilà. Et contre cela, il faudra toujours s'insurger. Donc si on revendique des organisations, ce que je pense légitime et nécessaire, il faut qu'elles soient déprises de ces facteurs-là, de ces composants-là. Donc c'est toute la difficulté. Alors j'aborde donc la suite et quasiment fin de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Alors du coup, je dirais que découle de cette réflexion sur le XXe siècle deux choses. La première chose, c'est un constat sur l'homme, qui est qu'en fait, il est beaucoup plus difficile de réduire l'homme à autre chose que du vivant, un autre soi-même, etc., qu'il n'y paraissait avant le XXe siècle. Je prends deux exemples. Est-ce que vous voyez, dans les guerres, l'attirail qu'il faut pour que quelqu'un se déguise en cible pour faire oublier sa nature d'homme ? Je pense à tout, voilà, c'est donc l'uniforme dans le temps. Maintenant, vous avez carrément la guerre par drone. Donc une cible, c'est un point. Une petite croix rouge, au lieu d'être une petite croix verte, donc la petite croix rouge, c'est cible. Ça, c'est de la dématérialisation de l'humain. On peut tirer sur une cible, on ne peut pas tirer sur un homme. Je vous rappelle que dans la philosophie d'Emmanuel Lévinas, il y a ce splendide passage sur le visage qui dit « Le visage de l'autre crie « Tu ne tueras point ». Voilà. Et c'est toute la philosophie, en fait, je ne sais pas si certains ont vu le film Joyeux Noël, si vous avez Noël dans les tranchées, côté français et côté allemand, évidemment, c'est un film, quoi, donc, enfin, c'est brodé de la manière film, même si je crois que c'est un fait réel, mais... Donc, les gens commencent les Allemands ou les Français commencent à chanter, et au bout d'un moment, il y en a un qui se lève pour dire est-ce que vous allez tirer ou pas, et finalement, ils célèbrent Noël ensemble. Donc, c'est l'homme ou l'uniforme, c'est l'homme sous la cible. C'est toujours la question. Et donc moi, je trouve que ce que nous a enseigné le XXe siècle aussi, c'est finalement quelque chose d'assez positif. De toute cette horreur a découlé une espèce de lumière, qui est que finalement, il faut beaucoup de déguisements pour faire oublier qu'un homme est un homme. Voilà. Le déguiser en ouvrier, le déguiser en pauvre, le déguiser en ce que vous voulez. Mais c'est finalement très difficile. Et il y a ce rapport, pensez à cette image de Lévinas, le visage de l'autre, le visage, alors lui dit dénué de ses spécificités, etc. Donc passer outre, et en fait c'est le namasté indien, quoi. Mon âme reconnaît l'âme en toi, en fait ce que j'ai d'humain reconnaît l'humain en toi, c'est toute cette perspective-là, hein. C'est dans toutes les spiritualités, dans pas mal de philosophies. Donc la leçon de lumière dans les ténèbres du XXe siècle, en tout cas des génocides, c'est qu'il en faut beaucoup pour essayer de se faire croire à soi-même que l'homme est autre chose que soi. Et je pense que les abattoirs, etc., montrent qu'il en faut beaucoup pour qu'on arrive à avoir ce que Orwell appelle la double pensée, en fait. Le phénomène de double pensée, c'est d'affirmer une chose en croyant ne pas mentir alors qu'on la sait fausse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de 1984, c'est de dire 2 et 2 font 5. On sait que ça n'est pas vrai, mais on est convaincu que c'est la vérité. C'est la phrase d'Orwell, quoi. Et ben c'est ça. Je sais que j'achète, je veux dire, ça s'appelle épaule d'agneau, quoi, on va pas délirer. Mais de là à ce que mon cerveau percute entre l'animal que j'ai amené ma petite fille caresser à la ferme, j'ai fait une phrase très bizarre, et ce que je suis en train de manger dans mon assiette, on a créé toute une chaîne qui me permet de ne pas me poser la vraie question, à savoir si mon cerveau percute, est-ce que je franchis le cap du végétarianisme, du véganisme ou pas ? Donc c'est en gros une espèce de structure de dilution pour m'empêcher de me poser la vraie question. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si vous allez dire oui ou non au final. Quelque part, je m'en fiche. C'est que vous ayez le droit de vous confronter
à cette réalité et de vous poser la bonne question. C'est contre ça que je milite en fait, contre cette dilution de l'esprit critique par un système hiérarchique diluant. Donc voilà. Donc le constat de ces révélations du XXe siècle, c'est la différenciation beaucoup plus douloureuse qu'on le croyait. Et les conséquences dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ce que j'ai appelé le traumatisme de la distinction, c'est-à-dire quelque chose qui pousse certains à dire « Mais si en distinguant les animaux de l'homme, on a conduit les hommes à se détruire entre eux, alors il ne faut plus rien distinguer de rien, alors tout est égal. » Problème, parce que du coup, à part l'anarchisme puissance 1000, je ne vois pas trop ce qui est proposé. L'anarchiste pose la question, enfin je vous laisse relire Montesquieu et les troglodytes, enfin le passage des lettres persanes sur les troglodytes, etc. Donc une société voilà, qui vit selon un modèle anarchique et qui ne fonctionne pas et qui finalement finit par fonctionner, donc il faut y réfléchir. Bon. En tout cas, voilà, la conséquence de ces révélations du XXe siècle, c'est le traumatisme de la distinction, mais en même temps découle quelque chose de très positif, et c'est ce dont je vous parlais, la fin totale, enfin ça dure depuis un petit peu plus longtemps le débat, mais question de l'esclavage, question du féminisme, la femme esclave de l'homme, qui allait jusqu'à la question du nouveau-né, qui va jusqu'à la question de l'animal, qui va jusqu'à la question du végétal, mais cette mise en question, c'est pas genre je me touche la nouille parce que je suis bien nourrie et que je suis philosophe, enfin pas moi, hein, c'est pas pour les philosophes bien nourris, d'ailleurs j'ai pas de nouille à tripoter, mais peu importe, je m'égare. En tout cas, oui, c'est pas juste pour réfléchir dans le vide, c'est une vraie question à partir du moment où on comprend ce qu'il peut y avoir de diabolique dans la distinction, où on arrête la distinction et où on la met. Et évidemment, c'est ça, vous voyez tout ce qui a été fait dans le combat féministe, mais je pense que quelque chose qui nous touche encore plus, hein, c'est pas, je ne vais pas faire une hiérarchie moi non plus, quoi, ça serait quand même bête, mais ce qui peut nous toucher encore plus, parce qu'il y a encore moins de défense de ce côté-là, c'est l'appréhension du nouveau-né. Et ça, c'est extrêmement récent, quoi. Quand l'enfant paraît de Françoise Dolto, c'est 74. Les dialogues radiophoniques, etc., etc. L'idée, donc je vous le rappelle brièvement, mais vous connaissez tous ça, l'idée qu'il y a une sensibilité, c'est-à-dire du nouveau-né. C'est-à-dire que avant on disait, enfin avant, je caricature évidemment, mais il y avait la question si, puisqu'il ne se rappelle de rien avant ses 2 ou 3 ans, c'est une chose, quoi, enfin, c'est une chose humaine, futur humain, mais c'est pas encore un aboutissement humain, donc... Et donc la mère pouvait en gros faire ce qu'elle voulait, ou le père, hein, mais c'était souvent la mère à cette époque-là, devant le nouveau-né. Donc elle pouvait faire la cuisine, le ménage, c'est pas super violent, mais coucher avec son amant par exemple. Bon. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une sensibilité du nouveau-né. Et un des exemples très frappants que donne Françoise Dolto, c'est l'exemple suivant. Un enfant qui marche à 4 pattes parvient, par une porte ouverte, à sortir dans la cage d'escalier, et il gravit les escaliers. Sa mère, qui est en train de faire la cuisine, se retourne, elle ne voit plus l'enfant. Elle le retrouve dans l'escalier, elle fait « Ah, mais t'as failli te tuer, mais qu'est-ce qu'on va faire, mais quelle horreur, ne fais plus jamais ça, ne fais plus jamais ça !» Bon, le gamin, il se prend tout ça dans la gueule. Et ce qu'explique Françoise Dolto, qui sera contesté évidemment plus tard, mais là encore, il faut nuancer le débat, quoi. Mais ce qu'expliquera Françoise Dolto, c'est que l'enfant, dans sa structure mentale, avait relevé le défi de monter les escaliers. Donc pour lui, c'est un progrès. Et donc lui, dans ce petit texte, va assimiler progrès et sanction. Et donc vous avez des enfants très sages qui sont en fait inhibés. Et ça, c'est l'émotivité du nouveau-né. Il ne peut pas dire « Maman, tu m'as fait peur » ou « Maman, moi, c'était un succès, donc... » Et bien ça, c'est fou que ce soit... Enfin, évidemment qu'il y a eu plein de gens qui en ont eu l'intuition avant Françoise Dolto, mais pour que ce soit dit, revendiqué, appliqué dans quasiment tous les foyers, il a fallu attendre très tard dans le XXe siècle, quoi. Alors après, oui, il y a la question des enfants rois, etc. Après, vous avez des parents qui disent « Ah, mais c'est pas grave, il y a des clous dans les escaliers qu'il y a, c'est un exploit. » Bon, évidemment, on ne peut pas aller dans ces débats-là, mais la reconnaissance d'une sensibilité spécifique de l'être qui ne s'exprime pas, eh ben, pour le nouveau-né, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Et donc, effectivement, la question se pose sur la corrida et se pose sur les animaux. Et là, moi, je ne suis pas un maître à penser, pas encore. Mais l'idée, c'est que ce que je veux vous inciter à faire, c'est à réfléchir cette question profondément, avec tout ce que ça implique, plutôt que de passer outre, parce que la société est conçue pour diluer cette question-là, parce que personne n'a envie de se la poser, quoi. Donc c'est une patate chaude, et donc on essaie de la faire refroidir à tout prix. Donc la question se pose aussi pour les animaux, et évidemment, moi je poursuis le débat pour les plantes. Quand j'ai eu un vegan qui est venu faire une conférence à Sciences Po, j'ai dit, mais
d'où vous faites la différence? Enfin, moi, je suis pas végane parce que je vois pas où s'arrête le véganisme. Il y a de la vie dans la plante, je la sens autant, enfin pas autant que dans l'animal, mais je sais qu'elle en a une. Voilà, c'est toujours un exemple qui fait rigoler, mais il y a une étude qui montre les signaux de stress sur le gazon à l'approche de la tondeuse. Mais oui, c'est vrai, c'est ridicule, mais c'est vrai. Bon. Dans 30 ans, ce sera moins ridicule, mais pour l'instant, c'est vrai quand vous dites « Ah, la peur du gazon à l'approche de la tondeuse! Ah, criminel! Vous avez tendu votre gazon !» C'est clair que ça passe pas très bien. Mais disons que c'est les questions qui se posent. En tout cas, prenez la question comme « Jusqu'où va le véganisme ?» Vous savez que dedans, vous avez les végétariens, les végétaliens, et vous avez aussi des gens qui ne mangent que les fruits tombés des arbres. Parce que sinon, ils pourrissent à terre, quoi. Voilà, donc, mais ça c'est la réflexion que vous menez. Moi, la solution, je pense qu'elle est personnelle. Voilà, alors, maintenant que j'ai fait cette investigation sur le XXe siècle, qu'on a vu le constat et les conséquences, il y a quand même une question qui se pose. Je vous ai dit, oui, tout est horizontal, le numérique a surfé sur l'horizontalité, il a induit jusque dans les circuits mentaux, qui donnent un regain d'intérêt pour des questions qui peuvent paraître aussi absurdes que l'antispécisme. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, il y a une question, pendant que je rédigeais tout ça, pendant que je pensais à tout ça, qui m'est venue à l'esprit, qui est, mais quid du transhumanisme? Qu'est-ce que le transhumanisme? Je pense que vous avez tous entendu parler. Le transhumanisme, c'est ce courant qui est là, en fait considéré comme quelque chose qui va vous concerner complètement d'ici 15 à 30 ans. C'est-à-dire ça va vous concerner dans vos dépenses réelles, quoi. Le transhumanisme, c'est ceux qui travaillent à, je vais résumer en quelques mots, ça donne augmenter l'être humain. En gros, si vous voulez, l'idée, c'est qu'il y a Internet, vous avez les Google Glass, donc Internet intégré à des lunettes qui prennent des photos, qui enregistrent des conversations, etc. etc. Ben, l'idée, c'est que ce soit une puce, et une puce qu'on puisse mettre d'abord sur l'oreille, puis après dans le cerveau. Et du coup, vous réenregistrez les conversations, vous mettez du replay en disant... fonction mémoire, voilà, il y a des séries comme Black Mirror, etc., qui reprennent ces procédés-là, donc c'est de l'anticipation un peu dystopique, mais il y a vraiment une recherche là-dessus, une recherche assez frénétique, quoi. Ouais. Et donc, ça, c'est la question de demain. Jusque-là, on était dans l'homme compensé, genre vous perdez la motricité d'un membre, comment on peut compenser, est-ce qu'on peut créer des circuits, des nerfs, enfin, d'un système nerveux autre, etc., etc. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut augmenter l'être humain? C'est-à-dire, si vous avez Google en stock dans votre tête, vous avez... Voilà, bon, c'est l'idée. Et donc, en fait, je me dis, mais c'est fou, parce que Internet est le monde le plus horizontal, et le transhumanisme, qui est financé par Google, donc le monde numérique à son paroxysme, est la chose la moins horizontale que je connaisse. C'est en train de créer non plus une dissociation par le bas, homme et animal, homme nivelé sur l'animal dans les génocides, etc., etc., mais une voie de sortie par le haut, des êtres supérieurs augmentés par rapport à d'autres. Donc évidemment, c'est assez terrible parce que le problème, c'est la question économique. Ce serait donné à tous, ce serait un choix personnel. Mais le problème, c'est qu'il y ait des êtres humains augmentés et d'autres qui n'aient pas les moyens de s'augmenter. Et le deuxième problème par rapport au transhumanisme, et ça mériterait une conférence entière, c'est qu'en fait, pour moi, ça participe à l'exploration des capacités qu'on a à l'intérieur de nous. Si vous voulez, on a le sens de l'orientation, l'homme a créé le GPS. Et plus vous avez de GPS, moins vous avez besoin de votre sens de l'orientation, et vous transmettez à vos enfants un sens de l'orientation appauvri, et de génération en génération, on perd complètement. Vous savez que l'homme est censé avoir autant de flair que je ne sais pas quel animal, enfin, donc on est censé se repérer dans la nature comme des animaux. Et moi, j'en suis pas capable du tout. Voilà. Donc, donc cette question, c'est comment dans cette structure aussi horizontale, Google, qui finance la Singularity University, c'est-à-dire l'université de la singularité étant le concept selon lequel les machines basculent, vous savez, le moment où elles basculeront pour ne plus être en totale maîtrise par les humains. C'est plus les humains qui pourront maîtriser totalement la machine. Plein de séries là-dessus encore, genre Real Humans, etc., etc. Donc c'est cette question-là. Comment le monde de l'horizontal a-t-il pu lui-même créer le monde d'une dissociation par le haut? C'est fou quand même. Et en fait, ce que je me dis, c'est que c'est justement de toute cette horizontalité, si vous voulez, le XXe siècle a produit l'extrême de la verticalité, en découle une fuite de la verticalité vers l'horizontalité qui a permis Internet, et de cette horizontalité totale, admise quasiment par tous, vécue en tout cas, même si non admise, etc., etc., découle par celui même qui forge cette horizontalité, la volonté de se redissocier.
C'est exactement le principe, c'est la deuxième fois que je le cite, c'est dire comme il est doué le gars. C'est le même principe qui est expliqué dans 1984. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Winston est torturé dans la salle 101 où figure son pire cauchemar sous la forme de rat, O'Brien, qui est le grand manipulateur, lui révèle l'envers du décor et lui dit « Mais en fait, il n'y avait plus de distinction entre personnes puisque le monde avait atteint son degré paroxystique de richesse et donc plus personne ne manquait de rien. Et nous avons créé un monde fictionnel où il y a la guerre pour vider l'excédent de production et créer une classe dont nous puissions profiter en étant au-dessus des autres. » Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Donc c'est la recréation d'une caste par des gens qui avaient créé l'égalité, enfin qui étaient dans un monde parfaitement égalitaire. Donc là, on est vraiment sur une question qui touche la racine de l'être. Liberté, égalité, fraternité, mais l'égalité, la voulons-nous? Jusqu'à quel point la voulons-nous? Jusqu'à quel point l'homme est-il capable de se penser égal? Puisque si on est dans l'univers le plus horizontal qui soit, celui qui crée même l'horizontalité veut s'en distinguer à tout prix par le haut. C'est extraordinairement... Hallucinant, merci. C'est aussi mon souffleur. Alors voilà, donc je termine en disant, donc je vais vous récapituler tout ça. En fait, donc, pour terminer, je vous ai donc là, j'ai tout mis à plat, et je vous ai expliqué que donc 20e siècle a montré le pire visage de la hiérarchie, que ça reprenait l'étymologie de la hiérarchie, avec une espèce d'adoration, de sacralisation de la personne qui détient le pouvoir, et que ça, selon moi, c'est le pire visage de la hiérarchie, donc il faut finalement abolir, oui, la hiérarchie, mais pas ce qu'on apparente souvent la hiérarchie, à savoir l'organisation. D'accord? Donc il faut enlever le mot hiérarchie parce qu'il est porteur d'une sacralité sur le pouvoir qui a mené à ce qu'elle a pu mener, mais ça n'empêche pas de penser les structures. Donc être contre la hiérarchie, ça n'est pas être forcément complètement anarchiste, c'est-à-dire être contre toute structure. Alors quelle structure reste-t-il si on enlève la part négative, la part terrible qui ont été révélées par les hiérarchies du XXe siècle? C'est l'objet de mon dernier point. Ça invite à penser le monde de manière transversale. C'est-à-dire que, qu'il y ait structure ou qu'il n'y ait pas structure, la question n'est pas de savoir si c'est bien qu'il y ait une structure ou c'est pas bien qu'il y ait une structure, c'est de voir si l'énergie qui la traverse est bonne ou mauvaise, et les gens qui l'incarnent sont bons ou mauvais. Exemple très simple, par la démocratie, on peut avoir une dictature, on en a parlé tout à l'heure. Vous savez que Hubert Beuve-Méry, le mec du Monde, le fondateur du journal Le Monde, quand Le Monde incarnait le 4e pouvoir, d'accord? Vous savez que lui avait un soupçon sur De Gaulle, il l'a soupçonné, parce qu'ils ont eu une carrière parallèle, toute sa vie d'être un dictateur. Parce que le régime mis en place par De Gaulle, si ça avait été quelqu'un d'autre que De Gaulle, aurait été un régime dictatorial. À la fin de sa vie, Hubert Beuve-Méry a dit « De Gaulle n'était pas un dictateur, donc son système n'est pas devenu dictatorial ». Est-ce que c'est la structure ou est-ce que c'est l'homme? C'est l'homme, c'est pas la structure. Et donc moi, je vous incite à penser les questions de structure indépendamment de la structure. La structure est neutre, mais les énergies que vous mettez devant sont soit positives, soit négatives, et créent une démolition de la structure, voire une démolition de l'homme par l'homme, ou un cercle vertueux de reconnaissance mutuelle. Donc c'est pas la structure que je condamne, c'est par qui elle est habitée et par quoi elle est traversée. Là, je vais vous donner une batterie d'exemples avant de conclure. Le commerce, si c'est donnant-donnant, je crois en ce que j'ai à vendre et quelqu'un en a besoin, donc tout le monde est content. Si c'est la méthode horrible qui a été créée dans les écoles de commerce qui est plus je vends une daube, le concept de verroterie quand il y a eu le commerce à l'époque des Lumières, si lumineuse parfois. Donc le concept de verroterie, c'était de prendre une société qui faisait du troc et de lui troquer des morceaux de verre contre de l'or. Ça brille, c'est génial, on ne connaît pas, on fait confiance. Voilà. Et bien ça, c'est le principe du commerce dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire vendre le plus cher possible, la pire cam possible. Et ça suscite du plaisir. Tout le monde, c'est très simple, je ne dis pas que tout le monde partage mon avis, mais c'est très simple de voir dedans où est l'énergie positive, donnant-donnant, et où est l'énergie négative de la structure de commerce. Je prends l'entraide. Si vous êtes Jésus et que vous dites que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, bien sûr que la structure de don est positive, et la personne qui l'incarne aussi. Si vous prenez une bénévole de Caritas qui cherche son salut à travers un pauvre qu'elle méprise
parce que, contrairement à son fils, il n'a pas fait les études de médecine qu'il aurait pu faire s'il s'était donné un coup de pied au cul, chose que j'ai entendue en étant moi-même bénévole à Caritas, qui m'a fait quitter Caritas d'ailleurs. Donc, du coup, c'est pas très logique, mais bon, j'ai fait d'autres choses. Bon, en tout cas, vous voyez bien où sont les énergies positives et où sont les énergies négatives. C'est pas Caritas, c'est pas la structure. Le végétarisme, ben moi je suis contre si c'est une mode ou de la culpabilisation. Oui, vous êtes arriéré, vous mangez de la viande. Non, c'est pas pour ça que je ne me mettrai plus à manger de la viande. En revanche, celui qui tend vers le pranisme en disant voilà, tout ce qui a de la vie, je suis incapable d'y porter atteinte, bah, c'est une démarche honnête, authentique, je la respecte. L'antispécisme, mais si vous pensez antispécisme, ça veut dire que vous traitez, moi c'est ce que je fais, hein. Vous traitez de la même manière, enfin pas de la même manière, mais vous avez la même idée sur la petite biquette adorable avec ses petites cornettes toutes blanches, ses petites pâtes frêles, etc. Et le cafard de votre cuisine marseillaise, qui est mon cas. Voilà. Alors, est-ce que vous tuez le cafard ou non? Est-ce que vous tuez les poux sur la tête de votre enfant? Vous faites quoi? Là, vous allez chercher vos réponses en Inde. Les gars se rasent la tête, comme ça, ils se posent pas la question des parasites. Mais le mot parasite, eh ben, dans l'antispécisme, il a plus de raison d'être. C'est toute la problématique. Donc là encore, vous voyez que ce serait un antispécisme complètement négatif, une structure complètement négative, si elle était habitée par l'idée d'adorer les petites biquettes et d'écraser les cafards à la coupe de tatane, quoi. Pareil pour le travail, vous voyez bien que si vous mettez un gros patron avec, comment on appelle ça, les parachutes dorés, qui cherchent à s'enrichir via le monde de la finance, etc. Bon, je vous renvoie à Méluche. En tout cas, vous avez cette structure qui est habitée d'une énergie négative, mais la même structure peut s'organiser autour d'une collaboration de reconnaissance des talents. Toi, t'es bon à ça, moi, je suis bon à ça, on s'en fiche, c'est pas mieux. Par exemple, moi, je réfléchis beaucoup, mais je suis pas du tout pragmatique, la paperasse, j'y comprends rien. Eh ben, je mépriserai pas le comptable qui vient m'aider si un jour je monte une boîte, il a une compétence que j'ai pas, il n'y a aucune qui est meilleure que l'autre. Donc ça, c'est une articulation, c'est pas une hiérarchie avec admiration, sacralisation de celui qui détient le pouvoir. C'est une communauté de structures autour de la reconnaissance des talents. Enfin, la politique, ben pour tous ceux qui ont lu Le Prince de Machiavel, cette leçon de politique qui est comment garder le pouvoir à tout prix, vous comprenez bien que ça a fait rentrer en politique des énergies très négatives. En revanche, quand vous avez au niveau du... voilà, alors là je voulais faire une distinction dans le politique parce que souvent je pense qu'on considère que le mal en politique c'est le dirigeant. Et moi je pense que le mal il est, enfin quand il y a du mal, hein, il est dans les dirigeants et dans les dirigés. C'est la leçon du discours de la servitude volontaire de la Boétie. Discours de la servitude volontaire c'est, mais vous pouvez vous mettre qui vous voulez à votre tête. Un démocrate, un monarque, un tyran, c'est la même chose. C'est vous qui l'avez voulu. Et votre problème, c'est pas que vous avez voulu un chef. C'est que quand vous avez eu un chef, vous avez dit « Ok, vous gouvernez, du coup, c'est plus notre problème. C'est votre tâche, c'est plus la nôtre. » Aucune mise à la tête de quoi que ce soit, de qui que ce soit, ne doit conduire celui qui l'a élu à se déresponsabiliser. Et donc la politique, c'est dirigeant et dirigé. Là, sincèrement, pour 80% de la population, nous sommes une bande de sales gosses qui laissons les hommes politiques et les femmes politiques se débattre avec les questions de pouvoir, et quand ça ne convient pas aux surmesures de notre vie professionnelle personnelle ou familiale, on va manifester. C'est aberrant. Je suis prof et les manifestations de profs, croyez-moi, je les fais pas toutes loin de là, quoi. Plein de gens qui pourront m'envoyer des tomates, c'est pas vrai. Alors, voilà, donc politique, je voulais dire que les forces positives et les forces négatives, elles n'étaient pas que du côté du dirigeant, elles étaient dirigeants et dirigés, qui doivent veiller tous deux à ce que le pacte de responsabilité soit maintenu. J'en viens à ma conclusion, il n'est que trop temps. Pour conclure, je dirais que il faut la fin des hiérarchies au sens étymologique, au sens d'adoration de personnes qui possèdent le pouvoir. Mais pas des systèmes d'organisation, ce qui est en fait la même chose, déchargé du contenu étymologique de sacralisation et de personnes qui détiennent le pouvoir. Ensuite, il faut conserver la réflexion qui en découle sur la place de l'homme. Cette question des hiérarchies, qui a montré au XXe siècle ce que je vous ai expliqué, qui a induit une réflexion sur la place de l'homme concrète. Alors, qui on est? Si on peut calquer sur le modèle animal d'autres hommes pour les détruire, alors est-ce qu'on n'est pas forcé d'aimer les animaux comme nous? C'est une vraie réflexion, et à mon avis, on doit la poursuivre, quelle que soit la réponse qu'on y trouve individuellement.
Ensuite, il faut évidemment conserver, selon moi, la collaboration organisée. Alors, le numérique dans tout ça, on n'a pas parlé depuis 3/4 d'heure. Alors, je dirais que le numérique a, comme je vous l'ai montré, selon moi, évidemment, permis l'essor de cette réflexion sur l'horizontalité entre les hommes. Mais qu'en la créant, elle peut être le pire système qui la nie. C'est ce que je vous expliquais avec le transhumanisme. Mais elle peut être aussi, puisque elle aussi, c'est une structure neutre, ça dépend des énergies qui l'habitent, elle peut être aussi le meilleur outil pour ce que j'appelle la collaboration organisée autour de la valorisation des talents. Je ne sais pas si vous connaissez les thèses de Alex Honneth. C'est un philosophe allemand, et il fait une philosophie de la reconnaissance, sachant que les gens ne peuvent pas épanouir leurs compétences si elles n'ont pas de reconnaissance. Et donc le problème du Fordisme, c'est de mettre des gens sans reconnaissance, avec aucune reconnaissance au travail, c'est lamentable, quoi. Bon. Et donc ce que j'appelle la collaboration organisée autour de la valorisation des talents, c'est ce que je vous expliquais entre moi et mon comptable le jour où j'en aurai un. Quand lui aussi peut me maîtriser, finalement je suis une incompétente du chiffre, c'est pas la gloire, hein. Donc, pourquoi Internet peut-il en être le meilleur outil ? Là, je fais appel à ce que je vous disais à la dernière. Alors, je pense qu'il y en avait pas mal qui étaient... Enfin, certains qui étaient là, d'autres qui n'étaient pas là, mais ce que je vous disais sur l'école. Je vous disais que si on faisait entrer le numérique comme captation des données, de manière positive, toute la question de comment on polarise la chose, c'est des énergies, positives, négatives, comme une pile. Donc, si vous le positionnez positivement, au lieu de passer dans un système... au lieu d'être dans un système de comparaison, je suis meilleur que toi, j'ai un QI à 78, tu as un QI à 97, j'ai plus de compétences dans tel domaine, blablabla. On s'en fiche et chacun, par sa captation de métadonnées, voit apparaître la structure où par rapport à une norme calculée par algorithme, il excelle. Et donc ça fait que chacun, au lieu de savoir par rapport à qui il est meilleur ou moins bon, il connaîtra ses domaines d'excellence et pourra les proposer. Et ça fait un monde du travail créé sur la valorisation mutuelle cumulée. Et ça, c'était impossible tant qu'on n'avait pas l'outil numérique. Donc ça peut être aussi bien l'outil de notre perdition avec le transhumanisme version on distingue l'être humain de l'être humain une fois de plus, cette fois vers le haut, c'est terrible. Et ça peut être en même temps le meilleur outil pour cette collaboration organisée autour de la valorisation des talents. Voilà, donc pour terminer, il y a presque une mise en abîme ici. Internet, comme toutes les structures que je vous ai montrées, est une structure neutre et c'est à nous de l'incarner et de lui insuffler des énergies qui sont soit positives, soit négatives, et je souhaite qu'elles soient positives. Merci beaucoup pour votre attention. D'autres problèmes soulevés. Allez, on passe la parole.